Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour votre rendez-vous culturel hebdomadaire qui explore les méandres de la littérature et de l'art. Méandres qui évoquent ces destins en arabesque qui se croisent, s'entrecroisent, se perdent, se retrouvent, courent l'un à côté de l'autre en parallèle sans jamais se rejoindre et puis qui finalement finissent par se retrouver ou pas. Vous l'avez sans doute deviné, ce soir, il va être question de destins croisés. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir avec moi mes invités. J'ai d'abord le plaisir de vous présenter Adel Latrache. Monsieur Latrache, bonsoir. Bonsoir, très heureux d'être là. Tout le plaisir est pour nous, Monsieur Latrache. Adel Latrache, vous êtes étudiant en marketing, en Master 2. Et par ailleurs, vous êtes romancier puisque vous publiez un premier roman qui s'intitule « Rendez-vous avec l'espoir » et qui va être l'objet de notre découverte ce soir. Merci encore de nous faire le plaisir de votre présence. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Latrache. Et comme d'habitude, pour apporter un autre regard, j'ai aussi le plaisir de recevoir Monsieur Hassan Tabbal. Monsieur Tabbal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Mais tout le plaisir est pour nous, Monsieur Tabbal. Monsieur Tabbal, vous êtes ingénieur en génie mécanique et vous êtes l'auteur de 3 ouvrages. Un premier recueil de textes et de nouvelles paru en 2015 et qui s'intitule « Les feuilles de mon ami ». Ensuite, vous êtes revenu avec un roman en 2016 aux éditions Dar Hamdan qui s'intitule « Les oiseaux au long bec ». Tout à fait, oui. Et tout récemment, voilà, en 2020, chez les éditions Khayal, vous avez publié un deuxième roman qui s'intitule « Impasse au ciel de l'Ara ». Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Tabbal, d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, je me tourne vers vous, Adel Latrache. On va découvrir ensemble un petit peu votre roman et bien sûr, on va d'abord découvrir un petit peu vos personnages puisque vous racontez l'histoire de 4 jeunes amis. Oui, 4 jeunes Algériens, c'est ça? Tout à fait, exactement. Et alors, vous avez un personnage principal, Yassine, diplômé en marketing. Oui. Et qui range un peu son frein, on va voir un petit peu pourquoi. Et qui fait partie d'une bande de copains. Donc, il y a 3 autres amis. Vous avez Mehdi, alias Confucius. Oui. On va voir pourquoi. Vous avez Erdogan, l'étudiant en médecine. Oui. Et vous avez Nassim, le doyen. Bon, doyen de 27 ans aussi. Hein. Donc, voilà. Et vous nous faites découvrir un peu les tribulations de ces jeunes face au monde du travail, face au désœuvrement aussi, au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire à l'absence d'œuvre. Et qui fait que tout de suite, d'emblée, dans la première conversation que vous peignez, on sent une sorte de cynisme, d'humour, de vision décalée de la réalité. Propre à la jeunesse algérienne. Oui, qui m'a tout de suite évoqué Fanon, un peu sur cette dimension, je dirais, de thérapie par l'ironie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est tout à fait ça. D'abord, j'aimerais dire que je suis très heureux d'être là. Ce n'est pas qu'un simple exercice de style que tout orateur se croit obligé de dire en début d'exposé. Je suis réellement ravi d'être là à côté de 2 romanciers tels que vous. Ce n'est pas par convention que je vous dis que tout le plaisir est pour nous. Donc. Très bien. Pour répondre à votre question, oui, l'humour a toujours été une forme d'échappatoire pour... Une soupape, oui. Exactement, pour échapper un peu à un quotidien plat, quotidien morose, quotidien banal, on va dire. Et l'humour est sorte d'ironie. L'ironie est vraiment une arme pour affronter une réalité un peu décevante. Certes, un peu décevante, mais aussi, ce qui est aussi frappant dans vos personnages, c'est qu'il y a une certaine autodérision. C'est-à-dire que surtout en ce qui concerne Yassine, qui est le plus lettré de la bande, on va arriver à la place prépondérante de la littérature dans votre roman, il y a cette autodérision, cette lucidité vis-à-vis du fait qu'il ne manque de rien, somme toute. Exactement. C'est un peu les couches supérieures de la classe moyenne que vous peignez. Écoutez, je crois que Yassine est partagé entre on va dire, sa déception d'un quotidien un peu banal et en même temps il s'en veut. Parce que il est au courant. Il en a conscience que certaines personnes rêveraient d'avoir une vie banale. Je pense notamment aux malades, aux gens qui subissent des guerres, aux alités. Oui. Mais lui, il est partagé entre
Entre ça et entre aussi l'envie d'avoir plus de la vie. Oui, une vie un peu plus trépidante. Vous avez cette formule magnifique où il dit nous avons la nostalgie de souvenirs que nous n'avons pas vécu. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est un peu sorte de bovarisme. Ah, absolument, oui. De Flaubert, masculin, oui. Madame Bovary, exactement. Alors le bovarisme, c'est l'état où le sentiment de quelqu'un qui veut plus, qui est déçu de son quotidien, oui, ou bien qui veut être quelqu'un d'autre. Mais Yassine n'est pas dans une démarche nietzschéenne, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la logique de je vaux bien que ce que je vis, absolument pas. Mais il a été bercé durant son adolescence par les romans et les films et les séries. Oui. Et c'est ça, quand vous dites des souvenirs que nous n'avons pas vécus, il ne s'agit pas d'héritage anthropologique, mais un petit peu d'une fabrication médiatique, artistique, etc. Exactement. Bien qu'il n'ait pas été baigné, contrairement à Madame Bovary, par des romans de gare, par des romans à l'eau de rose, puisque dans sa librairie, il y a le plus souvent que des classiques. Exactement. Alors, il a été bercé par Albert Camus, Flaubert, Nietzsche, Scott Fitzgerald, Hemingway, et il voulait tout. Comment dire? C'est-à-dire qu'il s'identifie un peu à ces modèles. Exactement. Il vit dans ces histoires-là, et quand il fait face à la réalité, il la trouve décevante, oui, ennuyante. Exactement. Et là, comme vous venez de l'expliquer, la littérature occupe une place prépondérante et dans son existence et dans celle de ses amis. On va voir plus tard que ça va déboucher sur un projet concret. Oui. Mais c'est un peu en miroir avec la place qu'occupe la littérature dans votre vie à vous, Monsieur Eltaj. Oui, mais j'aimerais dire que ce n'est pas du tout autobiographique. Certes, oui. Alors Yassine, certains me posent la question de savoir est-ce que si Yassine est moi et l'auteur. La réponse est non, c'est un personnage. On va pas tomber dans ce procédé sainte-bevien. Mais c'est surtout pour dégager la place qu'occupe la littérature au sein d'une jeunesse qui est dite comme ne lisant pas. Écoutez, elle est primordiale. La lecture a beaucoup de bienfaits. Elle permet d'apprendre la langue, d'acquérir des connaissances, de mieux parler, de maîtriser l'art de parler, l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Et on va revenir au débat. J'aimerais bien parler au débat stérile que certains milieux ont. Et voilà, c'est tout à fait ça. Oui, et d'ailleurs, concernant les débats stériles, vous mentionnez à un moment donné cette notion de l'inutilité d'un débat lorsque les deux débatteurs, si je puis dire, lorsque les deux contradicteurs n'ont aucunement envie de se découvrir l'un l'autre, mais veulent juste avoir la main haute sur le... Oui, écoutez, je vais citer une citation de l'imam Shafi'i qui dit que dans les débats, dans les contradictions, mon avis, je le pense juste, mais il est entaché d'erreur. Et par contradiction, par construction, l'avis de mon contradicteur, je le pense faux, mais il recèle sa part de vérité. Personne n'est là pour prétendre détenir la vérité absolue, univoque, c'est tout à fait ça. Il y a des débats qui malheureusement sont stériles, qui ne débouchent pas d'idées nouvelles à cause de certains interlocuteurs malhonnêtes qui essayent d'avoir toujours raison, comme l'expliquait Schopenhauer. Oui. Comme l'art d'avoir toujours... En fait, l'art d'avoir... Quitte à recourir au sophisme, d'ailleurs. Exactement, c'est tout à fait ça. Et je crois que les débats doivent être animés par la recherche de la vérité. La vérité n'est pas... Je crois qu'elle doit être recherchée par les hommes comme une fin en soi et non pas comme un moyen. Parce qu'on ne peut pas réellement, à mon sens, à mon avis, détrompez-moi si je me trompe, je crois que la vérité n'est pas atteignable. La vraie vérité. C'est une erreur rapprochée, diraient certains. Exactement. Je crois que c'était Bachelard, mais je me souviens plus très bien. Et sur cette notion-là de débat, parce que ça explique un petit peu un certain cynisme, un certain détachement qu'on peut a priori détecter chez Yassine. Oui, alors à l'instar de la plupart des jeunes, ou bien certains jeunes algériens, Yassine a une forme de cynisme. Il s'en fout un peu des conventions sociales, non pas morales, mais sociales. Oui, oui, oui. Parce que la morale a une place très très importante dans sa vie, due à ses innombrables lectures. Entre autres, et à son éducation aussi, etc. Son éducation, les classiques. Au rapport de complicité qu'il a avec ses parents aussi. Oui, c'est ça, tout à fait ça. Alors ses parents sont des lecteurs assidus et invétérés.
Et c'est plus par exemple, vous l'expliquiez auparavant auprès de nos amis c'est le week-end, c'est plus par exemple que par incitation qu'il en est venu lui-même. Exactement, tout à fait ça. Alors à l'âge de 18 ans, il est entré dans un livre et ça lui a permis de s'en sortir. Mais on va y revenir et on va voir comment la lecture de simples activités de loisirs, si je puis dire, a débouché sur un projet. Mais avant cela, je me tourne vers M. Hassan Tabbal. Vous avez une phrase que vous aimez beaucoup, pour enchaîner un peu sur le débat. Vous dites je n'ai jamais rien appris de quelqu'un qui était d'accord avec moi. Oui, et, vous avez appris ça. Oui, et ce qui me permet d'enchaîner avec vous sur cette question, à savoir, vous qui êtes aussi féru de littérature, et ça se voit aussi dans vos personnages qui eux-mêmes, très souvent, sont des lettrés, en ce qui concerne par exemple Amin, dans Un pas social de Lara. Mais avant d'y arriver, j'aimerais d'abord vous demander comment êtes-vous venu à l'écriture, quel a été votre parcours d'ingénieur en mécanique à romancier? Oui, ingénieur, donc scientifique, donc technique. Certes. Et je me retrouve en littérature. Je dirais que ça renvoie à l'enfance. Sauf que l'écriture pour l'édition, pour la publication, c'est récente, à partir de 2015. Bon, dans l'enfance, j'écrivais des lettres, j'écrivais des petits poèmes, j'écrivais des réflexions. Et ça a continué comme ça jusqu'à tout récemment. Jusqu'à 2015? Non, avant. La première fois que j'ai écrit, c'est en 2010. J'avais à peu près 43 ans, 44 ans. Allah yabarak. Mais le déclic, je voulais écrire l'histoire de mon père. Mon père, quand on est, on retrouve les parents, on ne leur pose pas la question comment ils ont vécu. Et la vie continue. Mais je ne sais pas, comme si le père, il est décédé en 2012. À 2 ans de son décès, il se mettait souvent à mon côté et il me racontait des histoires, des historiettes, et c'était le déclic. Donc, mon père, il a vécu seul. Je souris parce que ça m'évoque la nouvelle dans les feuilles de mon ami, où Faiza découvre finalement que celui qui publiait des histoires édifiantes, c'était son père. Oui, c'était son père, oui. Ça, c'est une autre histoire. Certes. Donc, dans l'histoire de mon père, je découvre quelque chose qui mérite vraiment d'être écrit. Écrite. Mon père a perdu tous ses frères. D'abord, il a perdu son père. Ensuite, il a perdu ses sœurs. Ensuite, il a perdu le dernier frangin avec qui il s'entraidait pour affronter les affres de la vie. Il se trouve que son frère est parti en 1959 en France, tracassé ici par l'armée coloniale. Par l'armée coloniale. La même armée coloniale l'a abattu en 1961 aux événements du 17 octobre. D'accord. Et c'est à ce moment-là que mon père est parti le chercher. Au métro Charonne, oui. Oui. Voilà. Donc, toutes ces histoires, c'est là que je me suis mis à écrire. J'ai découvert peut-être ma vocation et ce don d'écriture. Sauf que quand j'ai commencé à écrire, j'ai découvert que je reproduisais en quelque sorte Le Fils du pauvre de Mouloud Ferhoun, que j'avais lu à l'âge de 12 ans. Qui vous a marqué. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert que le roman du Fils du pauvre m'a marqué éternellement. Oui, c'est vrai qu'il y a, moi tout de suite en vous lisant, oui. C'est le premier exemple qui m'est venu à l'esprit, pardon. Oui. J'ai tout de suite pensé au Fils du pauvre,
c'est moins visible dans vos deux romans, Moins visible, oui. mais c'est très prégnant dans les feuilles de mon Dans ami. les feuilles de mon ami. Voilà. Où le récit d'ailleurs est à la première personne et où l'émotion est beaucoup plus palpable. Et parce que c'est poignant. Voilà. C'est parce que c'est poignant et parce que aussi, peut-être que vous vous mettez un peu plus à nu, si je puis dire. Oui. Et pour en revenir, oui, je vous en prie, poursuivez. Bon, après, ce que j'ai écrit sur mon père, donc je ne l'ai pas édité Ça a de été- manière concrète. Parce D'accord. qu'on ne peut pas dire que c'est un roman, donc c'est un écrit. Ensuite, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux, Facebook et tout, et j'ai commencé à écrire des textes. Bon, parce que là, dans les feuilles de mon ami, il y a des textes qui sont à part. Mhm. Et quand je les ai publiés, bon, il y a eu des échos, il y a eu des amis. Il y a un ami qui m'a dit, Hassan, il faut ramasser tes feuilles. Et c'est à partir de là que j'ai intitulé le premier bouquin, Les feuilles de mon ami. Celui qui vous a recommandé de Voilà, les regrouper. voilà, exactement. Ensuite, juste après, il y a eu les oiseaux au lambec. Et figurez-vous, ce n'était nullement dans mon intention d'écrire un roman. D'accord. C'était, ça devait être un post sur Facebook. D'accord. Oui. Ensuite, une sorte d'article ou de chronique. Ensuite, je me suis aperçu que c'est devenu lent. Là, j'ai pensé à inventer des personnages, inventer un village et en faire un roman. Ce qui me permet justement d'embrayer sur ce roman et celui qui l'a suivi, à savoir Impasse au ciel de Lara. Oui, On a l'impression que pour les deux romans, les personnages sont un petit peu en miroir. Pour Impasse au ciel de Lara, il y a Amin, et notre ami Fateh Bourboun, qui a fait une recension de cet ouvrage, a tout de suite attiré l'attention sur l'onomastique, c'est-à-dire le fait- sur les oiseaux au lambec. Oui, Euh, et sur le fait que vous... Je me base énormément sur l'onomastique exactement. pour donner de la substance au au personnage. C'est-à-dire sur le fait que le prénom, le nom du personnage, ou même par exemple de Oulad Sabbar, c'est-à-dire du village dont ils sont issus, reflète quelque part le caractère du dit personnage ou du lieu en question. Donc Amin, c'est aussi quelque part la figure de l'honnête, du De l'honnête, fiable, oui. etc. Et Amin qui s'éprend, qui va à l'université, d'abord qui est originaire qui est un rural, Oui, voilà. De même que dans les oiseaux au lambec, Sadr Izm est lui originaire de Oulad Sabbar. d'Oulad Sabbar. Voilà. C'est-à-dire aussi un village qu'on pourrait situer. La différence entre les oiseaux au lambec et Impasse au ciel de Lara, c'est que dans les oiseaux au lambec, le cadre est large, ouvert, le cadre spatial. On peut dire autant sur le cadre temporel. Oui. C'est un cadre ouvert, étendu, sans contour. Tandis que dans Impasse au ciel de Lara, le cadre est devenu étroit, Oui. c'est Alger. Oui, oui, tout de suite. Oui, puisque Amin Alger. va quitter son village. Le village, même le village que j'ai nommé Iril Elma, qui n'existe pas, mais qu'on peut situer dans la région des Bibans, Oui. facilement. Oui, oui, il y a des Je indices, pourrais oui. même vous expliquer pourquoi. Regarde le nom, Iril Elma. C'est composé entre une partie kabyle et une partie arabe. Pourquoi? Parce que dans la région des Bibans, il y a une cohabitation Oui, entre les Kabyles et les Arabes. Absolument. Oui. De telle manière que vous pouvez retrouver un Kabyle qui vous dit « Aoui Delma ». Vous voyez? Oui, plutôt qu'Aoui Daman, oui. Plutôt qu'Aoui Daman. Donc j'ai choisi ce nom pour refléter un petit peu Le brassage, oui. oui, des Bibans, de la région des Bibans. Voilà, donc la différence entre les oiseaux au lambec, c'est que même les personnages, alors vous prenez les personnages des oiseaux au lambec, Sadr Izm,
Huria, le père, la mère, le maire, c'est-à-dire l'édile. Hein. Rafiq l'Ahmar, Ali l'Akhdar, ce sont des personnages qui incarnent un bien absolu, qu'on ne peut pas retrouver dans la réalité. Oui, c'est des types littéraires que, Voilà. voilà, auxquels vous donnez de la consistance justement par ce procédé, Voilà. entre autres. Les faits ne sont pas réels, Oui. Mais réalistes. mais réalistes. Oui. Voilà. Ce qui est le propre d'une réalité esthétique. Voilà. Les faits, ils ne sont pas réels, mais ils sont réalistes. Tandis que dans Un pas social de Lara, les personnages sont proches de la réalité. Oui. C'est des personnages fragiles. Mais la dimension allégorique du roman est plus grande que Dans les oiseaux au long bec, même si l'allégorie est présente. l'allégorie est présente dans les deux. Et on va revenir sur cet aspect-là qu'on va développer plus longuement. Mais puisque nous parlons d'onomastique, si vous permettez, je me tourne vers Adel Atrache. Vous aussi, vous jouez sur cet onomastique, vous jouez sur rendez-vous avec l'espoir, ce qui nous amène à la rencontre qui va sortir un peu Yassine de son apathie, puisque il accompagne Erdogan pour faire un don de sang, et c'est là qu'il va rencontrer l'espoir, c'est-à-dire Amal finalement. Oui, alors il la rencontre un peu par hasard. Je vais pas dire, je vais pas un peu raconter la rencontre. Et au fur et à mesure qu'il la découvre, il s'aperçoit qu'elle a quelque chose de spécial. Elle n'est pas comme les autres. Elle a de l'esprit. Yassine perd un peu foi en l'humanité. Il est un peu, on va pas dire misogyne, plutôt misanthrope. Oui. Mais il est un peu déçu de son milieu, des personnes qu'il a rencontrées, des années de l'université. Il est fraîchement diplômé, il est au chômage. Et là, c'est pas un quotidien morbide, Oui, morose. les débouchés n'ont rien de palpitant. Exactement. Puis il rencontre Amel et tout à coup, il découvre que grâce à une personne, grâce à une rencontre, on peut sortir de l'ornière. Et j'avais à réagir sur ce que M. Hassan a dit. Je crois que Paul Claudel disait que l'écriture a ceci de mystérieux, c'est qu'elle parle. Je crois que, à mon sens, hein, l'écriture permet le mieux, c'est un moyen et le meilleur moyen de toucher les âmes des êtres humains. Dans un monde tumultueux, digitalisé, qui vit à 200 à l'heure, personne n'écoute réellement. Je crois que l'écriture touche mieux les âmes et les personnes. Parce que dans les livres, certes, c'est pas seulement des jolies phrases, c'est pas seulement de jolies paraboles, de jolies allégories, mais c'est aussi des connaissances, de la sagesse et du discernement. Puis aussi peut-être un recul sur ce réel qui se déroule trop vite, comme vous venez de dire, dans une époque d'arythmie sociale. Exactement. La parole séduit, mais elle s'envole, tandis que l'écriture peut séduire aussi, peut exalter, peut émerveiller, mais elle s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire qu'elle est immortelle. Oui, pour peu qu'elle reflète une réalité et non pas des fantasmes. Exactement. Ni des idéologies. Certes, sur ce point-là, on est parfaitement d'accord. Et justement, Amel va sortir un petit peu Yassine de ses fantasmes, au sens large du terme. Oui. Elle va le sortir un peu de son bovarisme. Oui. Pour le pousser vers le concret. Voilà, tu es un jeune, tu as des capacités, tu as de l'énergie. Pourquoi tu marines dans cette... Exactement. Je pense que... Dans ce défaitisme, si je puis dire. Oui. Je pense que derrière chaque grand homme se cache une femme. Et je suis persuadé de l'impact positif qu'ont les femmes sur certains hommes, pour peu qu'on rencontre la bonne, hein, bien sûr. Certes, oui. Et c'est tout à fait ça. Regardez Obama, sa femme là. Il dit que grâce à ma femme, j'ai réussi à être président des États-Unis. Je ne suis pas sûr qu'elle nous ait rendu service. Hein. ni à l'humanité. Ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est pas notre sujet. Certes, oui.
Vaut mieux en rire, d'ailleurs. Alors il va entamer avec ses amis, et grâce à l'aide et à la motivation d'Amel, il va entreprendre. Il va commencer à entreprendre un projet entrepreneurial avec ses amis, Oui. qui s'illustre par, je dois le dire, qui s'illustre par une plateforme de livres En de ligne. vente en ligne, Oui. avec service de livraison. Et il pensait que ça n'allait pas marcher, mais il a rencontré un réel engouement sur la littérature et les livres en Algérie. Oui, c'est-à-dire qu'il a l'idée un peu qui est d'ailleurs de plus en plus prégnante de nos jours, c'est celui de dématérialiser la boutique pour la mettre en ligne. Exactement. c'est Et tout à lui, la fait- boutique en question, ça va être une librairie. Exactement, c'est tout à fait Donc ça. il va proposer une boutique en ligne de livres avec un service de livraison. Avec un service de livraison et avec aussi des rencontres et des vidéos grâce à son ami Confucius. D'ailleurs, on l'appelle Confucius parce que, C'est un peu la figure du sage. tout à fait, c'est un peu le jeune un peu trop sérieux et Oui. voilà, qui essaye de sortir vraiment sa bande de l'ornière Oui, oui. Oui, et du marasme un peu intellectuel. Donc voilà, il se lance dans ce projet entrepreneurial. Oui, commence par des ouvrages d'occasion d'abord. Oui, ensuite ils vont établir des partenariats avec des librairies et des maisons d'édition. Puis, au fur et à mesure, la monotonie et la dépression qui le caractérisaient commencent à disparaître grâce notamment à la rencontre avec Amel et Et leur... le fait qu'il n'est plus désœuvré, puisque, au sens premier du terme, puisqu'il a trouvé une œuvre à accomplir. Exactement. Il a découvert en lui des aptitudes inexploitées et des talents inexploités. Parfois, le milieu joue vraiment sur les personnes. Et si on a un bon milieu, on peut exploiter nos talents de façon très, très efficace. Oui, et puis aussi si on trouve ce qu'on aime faire. Exactement. Parce qu'il faut imaginer combien de jeunes diplômés s'étiolent dans des emplois qui... Ben écoutez, la plupart des jeunes diplômés sont un peu perdus, ils vivent une période un peu floue, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Notamment lorsqu'il s'agit d'un premier emploi, puisqu'il y a Exactement. D'ailleurs, une étude a été le réalisée. fameux paradoxe de l'expérience requise. Exactement. Une étude a été réalisée et dit que 70% des jeunes diplômés trouvent décevant leur premier emploi. Donc, D'ailleurs, qu'ils acceptent souvent juste pour avoir de l'expérience. pour avoir de... Quand bien même ça n'a aucun rapport ni avec leur diplôme, ni avec ce qu'ils souhaitent faire ensuite. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est un peu le cas de la bande, notamment Nassim, qui fait un travail où il s'ennuie 8 heures par jour. Oui. C'est dans ces termes, je m'ennuie 8 heures par jour. D'ailleurs, quand il propose à Yacine de le rejoindre, Yacine décline. Exactement. J'ai pas envie de venir m'ennuyer avec Je toi. tiens juste à dire une chose, c'est que mon roman n'est pas du tout représentatif de la jeunesse algérienne. Je le Certainement. nie, Certainement. parce que la représentativité, je pense que c'est une responsabilité très très grande pour moi. Certains disent que voilà, mon roman est représentatif de certains jeunes. Je décris des ni jeunes, même d'une certaine classe. exactement, je décris des jeunes en Algérie. Tout simplement. Je ne représente rien, Certes. ni De personne. toute façon, on ne saurait représenter une jeunesse avec quatre... Exactement, avec parce que les la quatre- jeunesse n'est pas un condensé homogène. Absolument. C'est des différences, c'est de l'hétérogénéité. Tout à fait, oui. Et ben voilà. D'ailleurs, je pense, à mon plus qu'humble avis, que la première qualité du romancier, c'est cette intuition du divers, justement. Exactement. Écoutez, je pense que les écrivains célèbrent les différences. Qu'ils les voient déjà, pour commencer. Bah oui. Qu'ils arrivent à les voir, oui. Yasmine, le livre commence par une citation de Yasmina Khadra qui dit que la littérature est la domestication du délire. J'aime bien cette définition de la littérature. Le délire, c'est quoi? C'est un sentiment du déni du réel ou de l'évident. Oui. Mais les délires sont cohérents intrinsèquement. Regardez, je vous donne comme exemple Kafka, la métamorphose. Certes. C'est un personnage qui se transforme du jour au lendemain en un monstrueux insecte. C'est quoi ce délire? Il y a aussi La ferme des animaux de George Orwell, des animaux qui parlent et qui se révoltent contre les hommes.
Il y a aussi Don Quichotte, Cervantes, quelqu'un qui se prend pour un chevalier dans un monde où la chevalerie n'existe pas et qui se proclame redresseur de tort. Dans ce cas-là, c'est peut-être l'inverse. Alors, la littérature est un détour par le délire pour domestiquer un réel trop oppressant. Exactement, parce que quand on y pense, Oui. la métamorphose, c'est une réflexion sur les conventions sociales, sur Oui, notre rapport qui génère la schizophrénie. Oui. sur notre rapport à la différence. La ferme des animaux, c'est un manifeste contre le totalitarisme, contre Certes. le communisme. 1984 aussi, de George Orwell, et ben c'est ça. Mais je crois que les auteurs sont animés d'un sentiment, d'une envie de séduction quand ils écrivent, je le crois. Sans doute. Je le crois profondément. Certes. Alors ils séduisent parfois des amours non vécus, parfois un public, parfois des lecteurs et des lectrices. Oui, parfois une seule figure Et aussi parfois pour défendre des idées, des causes et des idéaux. Ben, on va revenir sur toutes ces dimensions-là, et notamment peut-être sur ce projet sans rapport avec l'état de la littérature actuellement. Mais avant cela, je me tourne vers M. Tobbel, qui lui aussi, dans son roman, Les oiseaux au long bec, nous peint un entrepreneur, mais non pas dans le secteur des services, comme c'est le cas pour Yassine, mais dans l'industrie de transformation. Puisque, comme vous le décrivez, Oulad Sabbar est riche d'une matière première, l'aloe vera, qui est bradée à vil prix à des entreprises étrangères. Et Sadr Qizm va avoir l'idée, non seulement, non plus de la collecter et de la vendre, mais de la transformer, mais en plus de ça, de passer de la cueillette à une agriculture extensive, et donc il va reproduire l'ensemble du processus de production, depuis la plantation de la plante jusqu'à sa transformation en produit fini. Oui, d'abord, je voudrais dire que dans mon roman, je rends hommage aussi bien à l'homme ambitieux qu'à la femme Oui, persévérante. Oui, puisque le parcours de Houria est tout Le aussi parcours de Houria héroïque, si je puis est dire. aussi épique que celui de Sadr Qizm. D'ailleurs, dans le roman, C'est la seule diplômée de son village. la première est la seule diplômée de son village, la première bachelière et la première qui est allée à l'université Absolument, pour devenir gynécologue. pour devenir gynécologue. Et d'ailleurs, le lecteur, quand on lit le roman, on arrive difficilement à cerner le héros principal. C'est intentionné. Je voulais illustrer cette complémentarité entre l'homme et la femme. Alors pour moi, donc, l'homme et la femme, ils doivent évoluer côte à côte. Donc ça, c'est un point que je voulais souligner. Concernant Sadr Qizm, donc Sadr, pour moi, il a transformé des données statiques en valeurs dynamiques. Voilà, c'est toute l'entreprise Et donc il a érigé moi je dirais une société, parce qu'au début, c'était rien, il était seul, il y avait des paysans égarés dans la société. Ensuite, ces paysans l'ont entouré, ils ont formé une nouvelle société qui marchait en parallèle avec une autre société. Une société qui marchait vers la civilisation et une autre société qui poireautait dans la décadence. Ah oui, puisqu'il faut aussi dire que votre roman se situe sur le plan temporel en pleine décennie noire. Je vous ai dit que le cadre temporel de Les oiseaux au long bec est ouvert, il n'est pas précis, il n'est pas étroit. Oui, certes. Lorsqu'on pense à la dimension des débats de sourds dont on parlait tout à l'heure. Écoutez, la violence évoquée dans Les oiseaux au long bec, ce n'est qu'un aspect parmi d'autres aspects de la société de Oulad Sabbar. Certes. C'est un débouché, c'est la conséquence des antagonismes
instigés par les différentes rivalités qui existent au village. Oui, et qui seront justement exacerbées par cette crise, puisque dans les feuilles de mon ami par exemple, même si c'est de Mansoura que vous parlez, dans une interview vous avez plus ou moins fait le parallèle entre Mansoura et Ouled Sabbar, oui, comme étant votre source d'inspiration. Et vous disiez qu'au lendemain de l'indépendance, il y avait une joie, une convivialité. Ça c'est dit dans le Impasse sociale de l'art. Aussi, oui, d'ailleurs, aussi. Dit oui. Impasse sociale de l'art. Mais c'est dit de manière encore plus franche et directe dans les feuilles de mon ami, où vous expliquez un peu que... les gens vivaient... oui, et que les conflits n'allaient jamais au-delà de la petite esclavage. Les gens vivaient dans l'enivrement d'avoir... conquis leur liberté. Conquis la liberté. Donc, on ne peut pas dire que dans Les Oiseaux Lambec, je parlais de décennies noires. Non. Pas en tant que sujet principal, certes. Ça ne constitue pas la trame de fond du roman. La trame de fond, c'est plutôt l'immobilité des habitants de Ouled Sabbar. L'immobilité et aussi les rivalités, les convoitises, les impostures intellectuelles. Voilà, c'est ça la trame de fond Les Oiseaux au Lambec. En revanche, Amin, dans Impasse au ciel de l'Ara, est un universitaire et il végète un petit peu à l'université, je crois qu'il refait 1 ou 2 années. Et c'est à l'université qu'il va rencontrer Hayat. Oui. Voilà. Et ils se fiancent. Oui. Ils font connaissance. Oui. Amin met un peu, c'est-à-dire démarre sur les chapeaux de roue. Sitôt qu'il s'éprend d'elle, il veut tout de suite officialiser les choses. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il est pressé. Voilà. Tandis que Hayat, elle, traîne peut-être un ancien amour dont elle n'est pas encore tout à fait... Elle ne s'est pas débarrassée de ses... voilà. De ses anciens sentiments. Oui. Voilà. Et donc, ça reste une sorte de barrière entre eux qui fera que la rencontre sera plus ou moins manquée in fine. Même si c'est une allégorie, puisque Hayat n'est pas seulement une femme. Oui, Hayat, c'est la vie. Certes. Certes. Non, écoutez, concernant la rencontre entre Hayat... Et qui est en miroir avec Huriya et Sadaqa dans Les Oiseaux au Lambec. Ce n'est pas le même registre. Certes. Donc on ne peut pas tirer les mêmes... D'ailleurs, le premier est beaucoup plus tragique, oui. Voilà, ce n'est pas le même registre. On va y arriver d'ailleurs. Ce n'est pas la même histoire. Donc on ne peut pas donner les mêmes explications. Évidemment. Dans les deux histoires, il n'y a pas eu une suite, il y a eu une fin tragique, mais les explications ne sont pas les mêmes. Certes, oui. Même si on fait la comparaison entre Sadr et... écoutez, je n'imaginais pas que j'allais me retrouver à faire la comparaison entre mes 2 romans. Donc c'est vraiment délicat. Ce n'est pas tant une comparaison que peut-être le fait de dire qu'en définitive, un romancier écrit toujours la même histoire, mais de manière différente. Non, c'est pour dire qu'il y a chez vous cette notion de la rencontre manquée. Puisque chez Sadr et Huriya, ils passent constamment leur temps à se chercher, oui, sans jamais se retrouver. On va voir pour quelles raisons, mais tout d'abord, on va faire une petite pause, puisque c'est le moment de notre rubrique Ombre gardienne. Comme d'habitude, mes chers compatriotes, je vous retrouve après le jingle. À tout de suite. Ce soir, mes chers compatriotes, je vous propose de découvrir un poème de Mohammed Dib, extrait de son recueil intitulé Formulaire, paru en 1970. Le dit poème s'intitule « Le cœur inlassable ». Soulevez ton silence, gagnez sur ton épaule la fleur qui brûle sa chance. Cette défection de tendresse, cette solitude d'orchidée est le fardeau penché du visage.
La durée qui s'y entrepose et que n'offusque aucun voile, ni le bord du vent endormi sur ta bouche. Sous la poussée d'une furieuse aurore, le pouvoir d'une absence prolifique s'arroge en ton nom et le mien. Est entouré de cette persuasion, de cette dure lampe qui creuse une rumeur du vent, dans une graduelle chaleur polie par le désespoir. Comme d'habitude avec Mohammed Dib, poème d'une immense puissance d'évocation. Je vous rappelle que vous le trouverez dans le recueil Formulaire paru en 1970 aux éditions du Seuil. Je reviens vers vous, Monsieur Tabbal. Le cœur inlassable, ça m'évoque aussi bien Huriya que Sadaq, qui, je l'évoquais tout à l'heure avec l'image des arabesques, passent leur temps à se croiser, s'éloigner, pour finalement, sans trop gâcher l'intrigue, avoir une fin un peu à la tragédie grecque. Qu'est-ce qui empêche, en définitive, ces deux personnes qui semblent faites l'une pour l'autre, qu'est-ce qui les empêche de se rejoindre? Sadaq c'est un type honnête. Il était lent, et il était flemmard, il était appliqué, il était respectueux de sa société. Entreprenant en affaires, mais... Mais voilà, tout à fait. Entreprenant en affaires, mais... Timoré en amour. Mais authentique. C'est ainsi que il a payé cash. Contrairement à l'affaire L'Ahmar, qui lui est un beau phraseur, mais au sentiment creux. Voilà, tout à fait. Donc, justement, Sadaq a payé cash. C'est L'Ahmar qui lui a... Et peut-être aussi, on en parlait auparavant, un petit complexe d'infériorité qui fait que Huriya étant une docteure, il n'ose pas, lui, le simple... Peut-être ça, oui. D'ailleurs, qui a fait le premier pas? C'est elle. C'est elle. Oui. Sadaq, à un moment, quand elle a eu son bac, il y avait un dialogue intérieur chez Sadaq. Hein? Et finalement, il a décidé de se tourner vers le travail. Voilà. Et d'en faire une muse comme ça, éloignée, inatteignable. Voilà. Peut-être même, dans son fort intérieur, il voulait mériter Huriya. C'est ainsi qu'il a fondé cette entreprise. Oui, le regard de l'aimé nous grandit, toujours. Voilà, tout à fait. Sauf que sa patience s'est révélée... délétère. Oui. Puisque lorsque Huriya se décide à faire le premier pas... C'est à ce moment-là que... qu'il est trop tard, sans en dire plus, voilà. Pour ne pas gâcher le plaisir du lecteur, même si la thématique lui laisse deviner que la rencontre ne se fera pas, mais on va lui laisser le plaisir de découvrir en quoi. C'est au lecteur de découvrir. Et en ce qui concerne Yassine, Monsieur El-Talash? Oui, alors j'avais à réagir sur ce que Monsieur Hassan a dit. Ouais. Je crois que certains esprits sont imprégnés de cette impossibilité de l'amour, de l'inaboutissement des sentiments. Dans une société un peu régie par les aléas du quotidien, par les obligations, certains négligent ce sentiment, d'ailleurs qui est un sentiment assez étrange. On n'aime pas de façon platonique, ni de façon constante. Je crois qu'aimer, c'est combattre, c'est faire face à des forces du monde et des forces internes. Certes, c'est se retrouver aussi en prise avec ses propres contradictions. Oui, c'est... Et Yassine va lui aussi, comme ça, se donner à fond dans son projet. Et, mais il ne va pas négliger un mal. Hein. Certes. C'est plus compliqué que ça. On ne va pas gâcher l'intrigue. Oui, on ne va pas gâcher le plaisir du lecteur, oui. Oui, alors oui, c'est ça.
Des circonstances en fait feront que il y Exactement, aura ce des jeu aussi circonstances. en arabesque. On se retrouve, on s'éloigne, il a perdu un petit peu de vue. Peut-être par peur. Peut-être par peur, peut-être aussi par certaines conventions sociales. Ou... Aussi par un certain idéalisme, Oui, oui, puisque comme c'est trop beau pour être vrai, on s'échappe de la réalité, Voilà. de cette beauté. ouais, On et a peur. Oui, on a Et peur. on s'arc-boute à une tristesse. Mais je crois que la tristesse, c'est un faux refuge, c'est une béquille de papier. Oui, il y a une sorte de conduite d'échec quelque part. Tout à fait. On se conforte dans notre tristesse. Oui. Et donc on marine dedans et Il y en a certaines personnes qui C'est un peu une ont pulsion de peur mort. du bonheur. oui, Hmm. c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi, Certes, monsieur? certes, oui, il y a beaucoup de, comme ça, cette attitude de se complaindre dans un malheur qu'on ne cesse pourtant de déplorer. Exactement. c'est Dans tout à tous les fait ça. domaines, que ce soit personnel ou professionnel. Et on fait rien pour s'y échapper. Certes, absolument. Oui. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Tabbel, pour la conclusion. Donc, on vient de voir un peu dans les grandes lignes la trame des oiseaux au lambec. Je reviens vers Impasse au ciel de Lara, où cette fois-ci, Amin, pour d'autres raisons, va devoir se séparer de Hayat. Et son ami, le bouquiniste Slimane, lui explique que finalement, il n'y a pas d'impasse. Je vous laisse poursuivre. Oui. D'abord, Il n'y a pas d'impasse là où on peut faire marche arrière. On peut revenir marche arrière. Sauf que pour Amin, c'est sa capacité d'oublier, parce que Amin, il était au village, il est venu vivre à Alger. Mhm. À un âge précoce, à l'âge de 15 ans, Oui. il a voulu s'émanciper, se citadiniser, si l'on peut dire. Et là, la rencontre avec Hayat, c'était une épreuve de sa capacité à oublier le village ancestral qu'il avait dans sa tête. Mhm. Et la réponse a été finalement non. Il n'a pas oublié. Là, on dévoile un secret du roman. Certes, et on explique cette allégorie de la soif qu'il habite aussi bien lorsqu'il était jeune que lorsqu'il se sépare de Hayat. Soif allégorique d'ailleurs. Voilà. Donc, à ce moment-là, il prend la décision D'un retour aux sources. d'un retour aux sources. Ouais. Et de refaire tous ses calculs et de redémarrer puisqu'il n'est jamais trop tard. Absolument. Voilà. En ce qui concerne Adel, plutôt en ce qui concerne, pardon, Yassine, c'est-à-dire votre personnage, lui-même va être confronté à cette impossibilité de rencontre, mais vous aussi, dans votre roman, cela finit par une note d'espoir, puisque non seulement son projet aboutit, mais même sur le plan personnel, il va sortir grandi, et peut-être qu'il aura saisi cette leçon de ne pas laisser, de se saisir du bonheur tant qu'il est à portée de main. Bah, exactement, c'est tout à fait ça. Je crois qu'on grandit, qu'on apprend de jour en jour, et que Yassine, en 8 mois ou en 9 mois de relations, entre guillemets, hein, relations, c'est pas vraiment Au sens une, large, hein, oui. avec Amel, Et avec le travail aussi, avec le ses travail, amis. oui. C'est-à-dire en 8 mois d'accomplissement personnel à tous les niveaux. Oui, il a appris beaucoup de choses et il s'est émancipé, on va dire, de la dépression et de la monotonie qui le caractérisait. Oui, du tedium vitae, c'est-à-dire cette fatigue de vivre un petit peu. Exactement, propre à une certaine frange de la société, hein, et d'une partie de la jeunesse. Mais je crois qu'on n'est pas voué à l'échec. Je crois que les écrivains, s'ils ont un rôle à jouer, je crois qu'ils ont un rôle très important à jouer au sein de la société. Je crois qu'ils doivent donner de l'espoir et aussi dire aux gens, les émerveiller, les émouvoir et aussi leur donner de la connaissance et peut-être de la sagesse. Pourquoi pas? C'est un peu c'est la première citation de votre ouvrage, j'imagine. Oui, de Je me Georges souviens. Duhamel, oui. De chaque livre ouvert, il me plaît d'espérer pour le moins du plaisir, peut-être du savoir et qui sait de la sagesse. C'est à la fois une belle entrée en matière et une belle conclusion. Ouais. Monsieur Hassan Tabbal, donc vous êtes
l'auteur de 2 romans, L'impasse au ciel de l'Era, et paru en 2020 aux éditions Al-Khayal, et Les oiseaux au lambec, paru en 2016 aux éditions Dar Hamdan. Est-ce que vous avez actuellement un projet d'écriture en chantier? Pas encore. D'accord. Je suis en période de méditation. De gestation. De gestation, oui. Oui. Mais ça va venir. J'imagine bien. Ça va venir. J'ai des projets dans ma tête. Ça va venir. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci d'avoir été parmi nous. Le plaisir était partagé. Bien que ça a été vraiment... c'est la première apparition sur... Ben, il y en aura d'autres, Inch'Allah. Hein. Inch'Allah. Et je vous souhaite une longue carrière, pleine de succès. Inch'Allah, ya Rabbi. Merci monsieur, beaucoup. Merci. Je vous en prie. Monsieur El Tarash, je rappelle que votre roman, Rendez-vous avec l'espoir, Oui. a été publié en France. Oui. Voilà, mais Il n'est pas disponible en Algérie. Mais qu'il est libre de droit. Libre de droit. Voilà, et donc vous êtes actuellement à la recherche d'un éditeur algérien. Tout à fait. Oui. Voilà. Parce qu'il n'est pas disponible en Algérie. Malheureusement, il n'est disponible qu'en France et en Europe. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Je suis ouvert à toute proposition d'édition. Et je vous annonce que j'ai un 2e roman en cours d'écriture et je vais bientôt le terminer, Inch'Allah. Et que je me ferai un plaisir de vous envoyer. Ben avec grand plaisir, je me ferai un plaisir de le lire. Et, certes, vous pourrez venir nous en parler, mais à peu près la trame, est-ce que... C'est vraiment différent du premier. Pour l'instant, j'éviterai de dire davantage. Vous avez bien raison. Merci. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci je rappelle que votre ouvrage s'intitule Rendez-vous avec l'espoir et qu'il sera disponible très prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. Monsieur Hassan Tabbal, merci encore d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Ça a été un plaisir aussi. Quant à vous, mes chers compatriotes, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris plaisir à nous regarder et qu'ainsi moi aussi j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure, pour votre rendez-vous Culture, l'autre regard. À très bientôt.